Pourquoi, après des années consacrées à l'éducation de leurs enfants, tant de parents découvrent-ils que, lorsque ceux-ci se marient, ils deviennent presque des étrangers, voire des ennemis? Cette question résonne silencieusement dans de nombreux foyers. En théorie, le mariage devrait renforcer les liens et consolider les relations. Cependant, pour de nombreux parents, il devient un tournant décisif, marquant le début d'un éloignement inattendu et douloureux. La neuroscientifique russe Natalia Bektereva a consacré sa vie à étudier la façon dont le cerveau humain réagit aux expériences affectives. Ces découvertes ont révélé quelque chose de profond. Le cerveau n'est pas indifférent à la façon dont il est traité. Les mots, les gestes, les silences, tout laisse des traces. Le cerveau enregistre chaque expérience, et ces traces se transforment en schémas qui façonnent non seulement la mémoire, mais aussi la façon dont nous réagissons au monde. Lorsqu'un enfant marié se retourne contre ses parents, il ne s'agit pas seulement d'un conflit de génération ou de différence de mode de vie. Il s'agit d'un phénomène psychique et cérébral qui active des régions liées à la douleur, au rejet et à la perte. Pour le cerveau d'une mère ou d'un père, cet éloignement peut être aussi intense qu'une blessure physique. Il n'est pas exagéré de dire que l'abandon émotionnel fait réellement et mesurablement mal. Bektereva démontrait que l'être humain porte dans son esprit non seulement des souvenirs, mais aussi l'énergie émotionnelle de chaque lien. Ainsi, lorsque ce lien se rompt, le cerveau revit comme un film en boucle tout l'investissement fait au fil des ans. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement l'absence présente, mais le sentiment que tout l'amour, les efforts et le dévouement du passé ont été effacés ou ignorés. Ce scénario conduit à une dure constatation. L'amour, lorsqu'il n'est pas réciproque, peut se transformer en un champ de bataille intérieur. Le père qui se sent dévalorisé par son fils, la mère qui se rend compte que ses paroles n'ont plus de poids, tous deux éprouvent non seulement une douleur psychologique, mais aussi une usure neurologique. La science prouve que le cerveau enregistre l'exclusion de manière si intense qu'elle peut affecter la santé physique, affaiblissant le corps et accélérant le vieillissement. Cependant, Bektereva soulignait également un aspect essentiel. Le cerveau est résilient. Il n'est pas seulement un archive de douleur, mais aussi une structure plastique, capable de se réorganiser face à de nouveaux stimuli. Cela signifie que, même en situation d'abandon, il est possible de créer des stratégies d'autoconservation, de redéfinir les rôles et de retrouver l'équilibre. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la transformer en conscience et en force intérieure. Cette compréhension exige un changement de perspective. De nombreux parents croient que supporter en silence est un signe d'amour, alors qu'en réalité, le silence peut lentement ronger l'esprit et le corps. Ce que Bektereva nous enseigne, c'est que fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais une façon de préserver sa santé mentale. Dans ce contexte, la dignité devient une forme de défense cérébrale. Cette vidéo se propose d'explorer certains points, tels que la manière de faire face à la douloureuse réalité des enfants mariés qui se retournent contre leurs parents. À partir des idées de Bektereva, nous verrons comment le cerveau réagit à la rupture, pourquoi l'inversion des rôles devient si fréquente, comment l'influence de tiers façonne le comportement, l'impact des souvenirs émotionnels, le poids du silence, la défense de la dignité et enfin les moyens de reconstruire consciemment des liens. Chaque étape de ce parcours montrera qu'il n'y a pas de solution simple, mais qu'il existe un chemin vers la clarté. Car le véritable défi n'est pas seulement de vivre avec le rejet, mais d'apprendre à vivre sans se laisser détruire par lui. Le message de Bektereva résonne comme un avertissement et une invitation. Le cerveau humain n'oublie pas, mais il peut se reprogrammer. Et l'amour ne se perd pas lorsqu'il est protégé par la conscience et la dignité. Le cerveau humain possède des circuits spécifiques qui réagissent au rejet social. Des recherches ont montré que des zones telles que le cortex singulaire antérieur, activées dans des situations de douleur physique, s'activent également lorsque nous souffrons d'exclusion ou d'indifférence. En d'autres termes, lorsqu'un enfant s'éloigne ou traite ses parents avec hostilité après son mariage, l'impact n'est pas symbolique mais réel. Le cerveau ressent ce rejet comme s'il s'agissait d'une brûlure ou d'une plaie ouverte. Bektereva soulignait que la douleur émotionnelle ne peut être ignorée. Elle s'accumule dans les réseaux neuronaux, se réactivant chaque fois qu'un épisode similaire se produit. Ainsi, une mère qui attend un appel et n'obtient que le silence, ou un père qui offre son soutien et se heurte au mépris, vit une répétition de ce circuit de douleur.
Chaque nouvelle expérience renforce la précédente, rendant la blessure plus difficile à guérir. Cette répétition a un effet dévastateur. Le cerveau qui a appris pendant des années à associer l'enfant à l'affection et à la continuité de la vie doit désormais faire face à des signaux contradictoires. La contradiction entre le souvenir de l'amour et la réalité du rejet crée un court-circuit psychique. C'est comme si le cerveau était contraint de réécrire sa propre histoire, mais sans parvenir à effacer les enregistrements précédents. Les neurosciences montrent que ce court-circuit ne se produit pas de manière abstraite. Il affecte directement la chimie du cerveau. Le rejet constant augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et diminue la production de dopamine et de sérotonine, des substances liées au plaisir et au bien-être. Cela explique pourquoi de nombreux parents, confrontés à l'hostilité ou à la distance de leurs enfants, entrent dans un état dépressif, ressentent une fatigue persistante ou perdent tout intérêt pour des activités qui leur tenaient auparavant à cœur. Le cerveau associe alors le lien affectif à l'attente de la douleur, et cette attente ronge lentement la vitalité. L'impact ne se limite pas à la sphère émotionnelle. Des études montrent qu'un rejet prolongé peut affaiblir le système immunitaire, augmenter les niveaux de stress et accélérer les processus de vieillissement. Pour Bektereva, cela expliquait pourquoi de nombreux parents vieillissaient brusquement après la rupture avec leurs enfants. Le corps traduit en maladie ce que l'esprit ne parvient pas à élaborer. Ce qui semble être un simple éloignement familial peut en réalité déclencher des processus silencieux d'usure qui se manifestent dans le corps sous forme de maladies cardiovasculaires, de fragilité osseuse, de problèmes de mémoire et d'une plus grande vulnérabilité aux infections. Bektereva insistait sur un point crucial. La douleur émotionnelle ne doit pas être sous-estimée car elle n'est pas moins réelle que la douleur physique. Le cerveau ne fait pas la distinction entre une agression physique et un rejet affectif lorsqu'il évalue les dommages causés à l'organisme. Les deux sont enregistrés comme des blessures. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que l'abandon d'un enfant peut produire des cicatrices invisibles, aussi graves que celles laissées par un accident ou une opération chirurgicale. Cette perspective change complètement la façon d'aborder le problème. Beaucoup de parents croient que le temps, à lui seul, résoudra les tensions. Mais la science montre le contraire. Lorsqu'on n'intervient pas consciemment, le cerveau continue à renforcer les circuits de la douleur. Chaque silence, chaque visite qui n'a pas lieu, chaque mot dur répété dans les conversations s'accumule comme du carburant pour les réseaux neuronaux qui apprennent à s'attendre au pire. C'est un cycle qui s'auto-alimente. Il est essentiel de reconnaître cette dimension. S'occuper d'enfants qui se retournent contre leurs parents ne signifie pas seulement gérer les conflits familiaux, mais aussi protéger sa propre santé mentale et physique. La première attitude à adopter est donc de ne pas nier la douleur. Il faut l'accepter comme réelle, en comprenant que le cerveau réagit au rejet comme il réagit à une maladie. Il a besoin de soins, d'attention et de limites claires pour éviter qu'elles ne deviennent chroniques. Dans ce contexte, prendre soin de sa santé émotionnelle est aussi important que de traiter une maladie visible. Cela implique de rechercher le soutien de relations saines, de créer des espaces de dialogue qui ne renforcent pas l'humiliation et, surtout, de ne pas naturaliser le rejet. Bektereva rappelait que le cerveau est façonné par des schémas. Si le schéma du mépris devient une routine, il est alors enregistré comme normal, rongeant silencieusement la dignité. Par conséquent, comprendre la neuroscience de la rupture familiale est la première étape pour résister à la douleur et ne pas la laisser se transformer en destin. Le cerveau humain est sensible, mais il est également capable de se réorganiser. Reconnaître la blessure, en prendre soin et empêcher qu'elle ne devienne chronique, c'est ce qui ouvre la voie aux étapes suivantes. Inverser le renversement des rôles, comprendre l'influence des tiers, affronter les souvenirs émotionnels et, enfin, reconstruire le lien en pleine conscience. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Souvent, lorsque l'enfant se marie, il y a un renversement des rôles. Il ne considère plus ses parents comme des références, mais comme des figures dépassées, sans autorité. Ce phénomène, loin d'être uniquement culturel, a des racines cérébrales. Bektereva expliquait que le cerveau apprend par la répétition. Si l'enfant renforce continuellement des signes de mépris, des critiques voilées ou des attitudes de supériorité, ce schéma s'installe dans l'esprit des parents comme une nouvelle norme. Peu à peu, les parents se sentent déplacés,
occupant une position qui ne correspond pas au lien naturel. Ce renversement crée une blessure silencieuse. La mère, qui pendant des années a guidé, pris soin et conseillé, est désormais traitée comme une personne dépendante ou inadéquate. Le père, qui a soutenu et protégé, est réduit à quelqu'un dont l'opinion n'a pas d'importance. Ce processus mine non seulement le lien familial, mais aussi l'identité des parents. C'est comme si le cerveau était obligé de reconfigurer le rôle qu'il a joué pendant des décennies, mais sans trouver de place légitime dans le présent. Les neurosciences aident à comprendre pourquoi cela se produit. Face à de nouveaux contextes sociaux, le cerveau humain a tendance à réorganiser ses hiérarchies internes. Lorsque l'enfant fonde une nouvelle famille, son système cérébral s'adapte pour donner la priorité à son conjoint et à ses descendants. Cette priorité, naturelle et nécessaire, ne devrait pas signifier une dévalorisation des parents. Cependant, lorsqu'elle s'accompagne de discours critiques ou d'indifférence, elle génère une rupture profonde. Bechtereва avertissait que le plus grand danger ne réside pas seulement dans le comportement de l'enfant, mais dans la façon dont le cerveau des parents enregistre ces signaux. Si, au fil du temps, le père ou la mère intériorise le mépris comme quelque chose de normal, le cerveau reprogramme sa perception de l'identité. La personne commence à croire qu'elle a réellement perdu de sa valeur, et cette croyance ronge lentement son estime de soi, conduisant à des états dépressifs et à des sentiments d'inutilité. C'est à ce stade que la plasticité cérébrale devient une défense vitale. Le cerveau, bien qu'il enregistre la dévalorisation, peut également apprendre de nouveaux schémas de réponse. Cela signifie que les parents ne sont pas obligés d'accepter passivement l'inversion des rôles. Établir des limites claires, que ce soit par des conversations fermes ou par le simple fait de ne pas tolérer les attitudes humiliantes, envoie de nouveaux signaux au cerveau. Ces signaux renforcent le souvenir de la dignité et aident à rééquilibrer le lien. Cette résistance ne doit toutefois pas être confondue avec la compétition. De nombreux parents tombent dans le piège de se disputer l'espace avec le conjoint de leur enfant, comme s'il s'agissait d'une lutte pour le territoire. Cette voie ne fait que renforcer le conflit. Ce que Bechtereva indiquait est différent. Il s'agit de réaffirmer sa propre position sans agressivité, en rappelant que l'autorité n'est pas une oppression, mais le souvenir vivant de ceux qui ont déjà parcouru le chemin avant. Il y a une sagesse ancestrale dans ce geste. Lorsqu'un père ou une mère se souvient sereinement de l'histoire des soins prodigués, il ou elle n'exige pas la soumission, mais la reconnaissance. L'enfant peut contester, mais le cerveau humain porte les marques indélébiles des figures parentales. En écoutant, même à contre-cœur, l'affirmation de la dignité de ses parents, une partie de l'esprit de l'enfant est obligée de confronter ses propres racines. Laisser l'inversion des rôles se consolider est dangereux non seulement pour les parents, mais aussi pour les enfants. Un enfant qui apprend à dévaloriser ceux qui lui ont donné la vie finit par reproduire ce schéma dans d'autres relations. Il manque de respect à son conjoint, maltraite ses collègues, transmet à ses propres enfants le modèle de l'indifférence. Le mépris, une fois naturalisé, se propage comme un virus. C'est pourquoi résister n'est pas seulement une question d'autoprotection, mais aussi un acte pédagogique. Le père ou la mère qui refuse la position d'infériorité enseigne, même sans parole, que le respect n'est pas facultatif. Il montre que la vie peut changer les rôles sociaux, mais qu'elle ne peut effacer la dignité acquise par l'histoire. La racine de l'inversion des rôles se trouve donc dans le cerveau, mais la solution aussi. Il appartient aux parents de refuser l'humiliation silencieuse, de réaffirmer leur position avec fermeté et clarté, et de comprendre qu'en agissant ainsi, ils ne se défendent pas seulement eux-mêmes. Ils enseignent également à leurs enfants et aux générations futures que les liens familiaux ne s'épanouissent que lorsqu'ils sont soutenus par le respect mutuel. Lorsqu'un enfant se marie, ce n'est pas seulement sa vie qui change, mais aussi le réseau d'influence qui façonne son comportement. Souvent, la rupture entre parents et enfants ne résulte pas d'une décision consciente, mais de l'absorption lente et presque imperceptible des opinions du conjoint. Bechtereva a démontré que le cerveau est très plastique. Il s'adapte à l'environnement, aux voix dominantes et aux récits répétés. Si le conjoint transmet constamment des critiques, des dépréciations ou même de subtiles comparaisons entre la famille d'origine et la nouvelle famille, le cerveau de l'enfant commence à enregistrer ces messages comme des vérités. Ce qui était auparavant un respect naturel pour les parents se transforme en méfiance, irritation ou distanciation. Ce processus est particulièrement dangereux car il n'est pas immédiatement perceptible. Un commentaire ici, une critique là, de petites blagues apparemment inoffensives
Tout s'accumule comme une reprogrammation silencieuse. Peu à peu, l'enfant en vient à croire que ses parents sont dépassés, inadaptés ou excessivement envahissants. Il n'est pas rare qu'il adopte la position défensive de son conjoint, même dans des situations neutres, uniquement pour renforcer l'alliance conjugale. D'un point de vue neurologique, cela s'explique par le fait que le cerveau humain a tendance à privilégier la voix qui se répète le plus dans son quotidien. Le mariage crée une cohabitation quotidienne, où les récits du conjoint deviennent prédominants. Même si les parents ont des décennies d'histoire derrière eux, la répétition constante de nouvelles opinions finit par influencer la perception de l'enfant. Bechtereва appelait cela la force des réseaux neuronaux sociaux. Nous ne sommes pas seulement formés par nos expériences directes, mais aussi par les récits que nous absorbons des autres. Lorsque ces récits sont négatifs, ils façonnent la perception de manière déformée, créant une barrière artificielle entre parents et enfants. Soudain, ce qui était un geste d'attention peut être interprété comme une intrusion. Ce qui était un conseil peut être perçu comme une critique. Ce qui était une présence peut être considéré comme un fardeau. Le cerveau, bombardé de messages externes, réorganise ses registres affectifs, déplaçant les parents d'une place d'honneur vers une place de méfiance. La conséquence est douloureuse. Les parents qui n'ont jamais changé leur attitude se retrouvent traités comme des étrangers. Souvent, ils essaient d'argumenter ou de se justifier, mais cela ne fait que renforcer l'impression qu'ils sont sur la défensive. Une dispute ouverte avec le conjoint de l'enfant résout rarement le problème, car l'enfant a tendance à considérer toute critique comme une menace pour sa nouvelle famille. Comment gérer cela? La solution n'est pas de confronter directement le conjoint, car cela ne fait que renforcer le sentiment de conflit. La stratégie la plus efficace consiste à rester ferme et clair dans sa position. Montrer par des attitudes cohérentes que les parents continuent d'être une présence de dignité, d'équilibre et de respect. L'enfant peut être influencé par des facteurs externes, mais le cerveau n'efface pas les souvenirs affectifs profonds. L'expérience réelle de l'attention et de l'amour reste une marque vivante, même si elle est temporairement masquée par des récits négatifs. Il est important de comprendre que le conjoint n'est pas nécessairement un ennemi. Souvent, il ou elle répète des schémas hérités, des peurs personnelles ou des stratégies de défense. Ce qui se présente comme de l'hostilité peut en réalité être de l'insécurité ou un besoin d'affirmation. Reconnaître cela aide les parents à ne pas réagir avec ressentiment, mais avec lucidité. La résistance ne s'exerce donc pas avec hostilité, mais avec sérénité. Réaffirmer continuellement son autorité tranquille, en évitant de tomber dans le jeu des provocations, est le moyen le plus efficace de préserver le lien. Un enfant peut être convaincu par des paroles extérieures, mais il est difficile d'effacer le souvenir de l'amour qu'il a reçu. Le temps allié à la clarté révèle souvent la vérité. Tôt ou tard, l'enfant comprend qui a réellement construit les fondements de sa vie. Cette attitude ne garantit pas une réconciliation immédiate, mais elle protège ce qui est le plus important, la santé mentale des parents et la préservation de leur dignité. Bechtereva rappelait que le cerveau, lorsqu'il est exposé à des conflits prolongés, a tendance à s'épuiser. Rester ferme mais sans rancœur est le moyen d'éviter que l'esprit ne soit rongé par le ressentiment. Ainsi, face à l'influence cachée du conjoint, la réponse la plus sage n'est pas la guerre, mais la clarté. Ce n'est pas l'accusation, mais la sérénité. Ce n'est pas la soumission, mais la dignité. Car même lorsque la voix de l'autre occupe le présent, le souvenir de l'amour reste gravé dans le cerveau comme une marque indestructible. Et ce souvenir, tôt ou tard, parle plus fort que n'importe quel récit extérieur. L'un des points les plus importants soulignés par Bechtereva est que le cerveau n'archive pas seulement des faits, mais aussi les émotions qui y sont associées. Cela signifie que chaque geste, chaque conflit et chaque réconciliation tout au long de l'enfance et de la jeunesse restent des marques vivantes, capables de ressurgir dans les moments de tension. Lorsque l'enfant se marie, ses souvenirs émotionnels peuvent être réactivés de manière inattendue. Une critique ancienne, un ressentiment mal résolu ou même le souvenir d'un sentiment d'injustice peuvent reprendre de la vigueur. Le cerveau fonctionne comme une archive vivante qui fait ressurgir dans de nouveaux contextes d'anciennes expériences que nous croyions dépassées. C'est pourquoi de nombreux parents sont surpris lorsqu'ils se rendent compte que des discussions apparemment oubliées reviennent avec intensité. Face à la nécessité d'affirmer son indépendance, l'enfant peut recourir à des souvenirs négatifs pour justifier son éloignement. Ce n'est pas que le passé détermine le présent,
mais il fournit un matériau émotionnel que le cerveau utilise pour interpréter la réalité actuelle. La neuroscience montre que les souvenirs liés à des émotions fortes, en particulier ceux de douleur, de rejet ou de frustration, ont plus de chances de rester actifs. Cela explique pourquoi les moments de conflit laissent des traces plus profondes que des années de soins silencieux. Le cerveau enregistre l'émotion comme une alerte, et l'alerte a tendance à être réactivée lorsque quelque chose éveille une association. Un seul mot ou geste des parents peut réveiller chez l'enfant adulte des souvenirs d'épisodes qui n'ont jamais été pleinement élaborés, ravivant des blessures qui semblaient cicatrisées. Ce mécanisme aide à comprendre pourquoi la relation entre parents et enfants à l'âge adulte peut parfois sembler disproportionnellement tendue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la situation actuelle, mais un ensemble de souvenirs émotionnels accumulés au fil des ans. Chaque nouvelle divergence agit comme un déclencheur qui réactive d'anciennes douleurs, amplifiant l'intensité du conflit. Bektereva soulignait que l'esprit humain n'est pas neutre. Il accorde plus d'importance aux expériences négatives. C'est comme si le cerveau était plus attentif aux douleurs qu'aux joies, car il comprend que la douleur contient des informations vitales. Cela explique pourquoi, même après des décennies de dévouement silencieux et d'amour constant, un seul épisode de conflit peut rester gravé dans la mémoire avec une force disproportionnée. Cette constatation, bien que douloureuse, peut aussi être libératrice. De nombreux parents portent une culpabilité exagérée pour les erreurs du passé, croyant qu'ils auraient pu être parfaits. Les neurosciences montrent que la question n'est pas celle de la perfection, mais celle du fonctionnement du cerveau. Celui-ci a tendance à retenir les aspects négatifs avec plus d'intensité. Ce qui importe alors, ce n'est pas de nier qu'il y a eu des échecs, mais de créer les conditions pour que de nouvelles expériences positives soient enregistrées et petit à petit aient plus de poids dans les archives mentales. Cela signifie que chaque rencontre, chaque mot et chaque geste actuel peuvent être les germes d'une nouvelle histoire. Contrairement à ce que l'on pense, le cerveau n'est jamais fermé. La plasticité permet à de nouvelles expériences positives de diluer avec le temps la force des souvenirs négatifs. De petites marques de respect, des conversations sereines, des souvenirs partagés de moments heureux, tout cela contribue à rééquilibrer la balance émotionnelle. Pour les parents, la tâche n'est pas facile. Elle exige de la patience et de la fermeté, car les résultats ne sont pas immédiats. Mais chaque geste de dignité, chaque réponse calme plutôt qu'hostile, chaque démonstration d'amour sans soumission laisse une nouvelle empreinte dans le cerveau de l'enfant. Même s'il résiste, les souvenirs positifs accumulés tout au long de la vie ont le potentiel de ressurgir et d'apaiser les conflits. Il est donc essentiel de ne pas renoncer à créer de nouveaux souvenirs émotionnels. Le passé peut être marqué par des blessures, mais le présent offre toujours la possibilité de semer les graines de la réconciliation. Même si la récolte tarde à venir, chaque attitude consciente d'équilibre et de respect contribue à reprogrammer les réseaux affectifs. En fin de compte, Bektereva nous montre que le poids de la mémoire émotionnelle ne doit pas nécessairement être une fatalité. Il peut être transformé en apprentissage. Il appartient aux parents de comprendre qu'ils ne sont pas prisonniers des erreurs du passé, ni otages du ressentiment de leurs enfants. Il est toujours possible de construire, petit à petit, un récit différent. Car, au fond, le cerveau humain, même marqué par la douleur, reste ouvert à la possibilité de guérison et de renouveau. Le rejet ne s'exprime pas toujours par des mots durs ou des discussions ouvertes. Souvent, ce qui fait le plus mal, c'est le silence. Un enfant qui cesse d'appeler, qui évite les visites, qui répond sèchement ou qui disparaît tout simplement pendant des mois, envoie un message fort, celui qu'il n'y a pas de place pour ses parents dans sa vie. Bektereva attirait l'attention sur ce phénomène. Le cerveau interprète l'absence de stimulation comme un signe de rejet. Contrairement aux mots blessants auxquels on peut faire face ou répondre, le silence s'installe comme un vide qui ronge de l'intérieur. C'est une forme d'agression invisible, mais qui a un impact énorme. Pour le système nerveux, le silence prolongé active les mêmes zones associées au sentiment d'exclusion sociale. C'est comme être dans une pièce où tout le monde parle et où personne ne vous regarde. Le cerveau enregistre cet isolement comme une menace, déclenchant des réactions de stress et d'insécurité. Cela explique pourquoi de nombreux parents décrivent le sentiment d'absence de contact avec leurs enfants comme une oppression dans la poitrine ou un poids constant. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une réaction neurologique. Le problème du silence est qu'il tend à générer davantage de silence. Beaucoup de parents, se sentant rejetés,
se replient encore plus sur eux-mêmes, craignant de paraître insistants ou envahissants. Le cycle s'en trouve ainsi renforcé. L'enfant évite. Les parents ne cherchent pas à entrer en contact, et la distance se cristallise. Face à cette répétition, le cerveau commence à enregistrer l'absence comme une nouvelle norme, un état naturel des choses. Cette adaptation est dangereuse car elle tue lentement l'espoir et transforme le vide en routine. L'agressivité du silence est invisible précisément parce qu'elle ne laisse pas de traces évidentes. Il n'y a pas d'insulte enregistrée, pas de dispute dont on puisse se souvenir, seulement le vide. Mais ce vide a un effet corrosif. Bechtereва a démontré que le cerveau a besoin de stimuli réguliers pour maintenir les connexions émotionnelles vivantes. En l'absence de réciprocité, les réseaux affectifs s'atrophient, tout comme les muscles qui perdent leur force lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cela ne signifie pas que les parents doivent implorer l'attention, mais qu'ils doivent résister à l'idée que le silence est naturel. Il y a une différence entre respecter l'autonomie de son enfant et accepter passivement l'exclusion. L'autonomie se construit dans le respect, tandis que le silence prolongé détruit le lien. C'est pourquoi la réponse ne consiste pas à exiger un contact forcé, mais à marquer sa présence de manière sereine, par des gestes qui réaffirment la continuité du lien. Un bref message, une carte à une date significative, un souvenir envoyé avec simplicité, tout cela fonctionne comme des signes de vie, des rappels que le lien existe et ne peut être effacé par le vide. Pour le cerveau de l'enfant, ces gestes sont des stimuli qui, même s'ils sont initialement ignorés, restent enregistrés. Et pour le cerveau des parents, ils fonctionnent comme des réaffirmations de dignité, empêchant l'esprit d'être rongé par le sentiment d'abandon absolu. Bechtereва avertissait également que le silence a un pouvoir de distorsion. En l'absence de dialogue, l'esprit comble le vide par des interprétations, souvent négatives. Les parents commencent à imaginer des offenses qui n'ont pas été dites, et les enfants peuvent nourrir des justifications internes pour s'éloigner encore plus. Cette dynamique crée des fantômes émotionnels qui creusent le fossé entre les parties. Seul le contact, même bref, peut interrompre ce processus de distorsion. Face au silence, le pire choix est d'abandonner complètement. Même si l'enfant ne répond pas, même si la distance persiste, le simple fait de ne pas accepter le vide comme normal est déjà une forme de résistance. Cela signifie, en termes émotionnels et neurologiques, je suis toujours là et ma présence ne peut être annulée. Cette position aide à préserver non seulement le lien, mais aussi la santé mentale des parents qui ne se laissent pas entraîner dans le cycle de l'isolement. Par conséquent, comprendre le silence comme une agression invisible est la première étape pour neutraliser ses effets. Il ne doit pas être considéré comme une fatalité, mais comme un phénomène qui peut être affronté. Les neurosciences montrent que, même dans des situations d'éloignement, de petits stimuli réguliers peuvent maintenir les réseaux d'affection vivants. Il appartient aux parents de cultiver ces signes avec fermeté et sérénité, en se rappelant que la dignité ne signifie pas accepter l'exclusion, mais préserver le droit d'exister dans la mémoire et le cœur de ceux qui les ont un jour accueillis comme enfants. De nombreux parents pensent que tout supporter en silence est une preuve d'amour, mais Bechtereva a démontré que cette attitude peut être préjudiciable non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan neurologique. Céder face aux attitudes hostiles ou indifférentes des enfants renforce les circuits de soumission qui affaiblissent l'esprit. Lorsque le cerveau ne rencontre aucune résistance face au rejet, il enregistre cette expérience comme une norme. Cela signifie que l'absence de limite ouvre la voie à un manque de respect qui devient routinier. À long terme, cela ne protège pas la relation, cela la détruit. Les parents qui acceptent continuellement les humiliations ne garantissent pas la proximité, mais encouragent, même involontairement, la poursuite de la dévalorisation. Dans ce contexte, la dignité est plus qu'une vertu morale. C'est un bouclier neurologique. En disant non aux attitudes abusives, le père ou la mère envoie à son propre cerveau le message qu'il ou elle a encore de la valeur. Cette réaffirmation renforce les réseaux d'estime de soi et empêche le système nerveux d'être rongé par l'humiliation répétée. C'est comme si chaque limite fixée était un anticorps émotionnel, protégeant l'intégrité interne contre l'usure silencieuse du rejet. Bechtereva expliquait que le cerveau a besoin de signaux clairs pour réorganiser ses schémas. Si le père ou la mère tolère la dévalorisation, l'esprit enregistre « c'est acceptable ». Mais lorsqu'il fixe des limites fermes, le cerveau enregistre le message opposé « ma valeur ne peut être niée ».
Cette différence n'est pas seulement symbolique, mais concrète, car elle influence directement la manière dont les réseaux neuronaux liés à l'estime de soi et à la résilience restent actifs. Il ne s'agit pas de répondre avec agressivité, mais de tracer des lignes claires. Expliquer explicitement que certains comportements ne seront pas acceptés, que le silence prolongé est douloureux, que l'indifférence blesse. En fixant des limites, le père et la mère ne sont pas froids ou durs, mais préservent leur santé mentale. L'absence de réaction peut sembler pacifique, mais à long terme, elle mine la dignité et génère des maladies invisibles. C'est là que la dignité devient aussi un acte d'éducation. L'enfant qui apprend qu'il ne peut pas dévaloriser ses parents sans conséquence comprend à un certain niveau que le respect n'est pas négociable. Cet apprentissage ne se perd pas. Même si la reconnaissance ne vient pas immédiatement, le cerveau enregistre l'autorité et la fermeté comme des marques qui restent. Beaucoup de parents craignent que le fait d'imposer des limites éloigne encore plus leurs enfants. Cependant, l'expérience montre que la soumission ne rapproche pas. Elle ne fait que perpétuer la distance. L'enfant qui rejette aujourd'hui peut résister à la confrontation, mais à l'avenir, il se souviendra de la fermeté de ses parents comme d'un signe d'intégrité. À l'inverse, l'acceptation passive de tout ne fait que générer un sentiment de fragilité qui suscite rarement le respect. La dignité n'est donc pas un obstacle à l'amour. Au contraire, elle en est le fondement. L'amour sans dignité est de la soumission. La dignité sans amour est de la dureté. L'équilibre réside dans l'union de la fermeté et de l'affection, de la clarté et de la sérénité. Bechtereва soulignait que le cerveau réagit mieux lorsqu'il trouve de la cohérence. Les parents qui oscillent entre le silence et les explosions perdent leur autorité. Mais ceux qui maintiennent une ligne ferme et respectueuse construisent des modèles solides de reconnaissance. En fin de compte, préserver la dignité, c'est aussi préserver la mémoire. L'enfant peut s'éloigner, se laisser influencer, voire nier l'importance de ses parents. Mais son cerveau gardera à jamais en mémoire les attitudes de fermeté et de clarté qui ont marqué sa vie commune. Tôt ou tard, cette mémoire peut devenir une référence, même silencieuse. La dignité est donc un acte de protection cérébrale et un héritage invisible. Le père ou la mère qui reste ferme préserve non seulement sa santé mentale, mais enseigne aussi, par l'exemple, que le respect est le terreau où le véritable amour peut s'épanouir. Même si la reconnaissance ne vient pas maintenant, la dignité plante des graines qui traversent le temps et atteignent les générations futures. Gérer des enfants mariés qui se retournent contre leurs parents ne signifie pas vivre en guerre permanente. Les neurosciences montrent que le cerveau peut se reprogrammer grâce à de nouveaux modèles de cohabitation. Cela n'efface pas le passé, mais offre des voies de renouveau. La première étape consiste à accepter qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'enfance est terminée, la jeunesse est passée, et l'enfant adulte a déjà tracé son propre chemin. Tenter de revenir au passé ne fait que renforcer la frustration. Il faut construire une nouvelle forme de lien basée sur le respect mutuel. Cette reconnaissance de la réalité n'est pas une capitulation, mais une preuve de sagesse. Lorsqu'on accepte le changement de phase, on ouvre la voie à une relation moins idéalisée, mais plus solide. Cela exige de la fermeté et de la sérénité. De la fermeté pour ne pas accepter les humiliations. De la sérénité pour ne pas transformer chaque rencontre en champ de bataille. L'objectif n'est pas d'imposer, mais de montrer que le véritable amour n'est pas la soumission, et que les parents méritent également d'être respectés dans leur individualité. La combinaison de limites claires et d'une présence affectueuse crée un environnement dans lequel le lien peut être reconfiguré sans violence. Bechtereva rappelait que le cerveau réagit bien au rituel et à la répétition. Les petits gestes, lorsqu'ils sont répétés, forment des réseaux de mémoire qui deviennent des références. Une brève visite, un bref coup de téléphone, un simple geste d'attention, même s'ils sont initialement accueillis avec froideur, ne sont pas inutiles. Ils sont enregistrés comme des marques positives qui, additionnées au fil du temps, peuvent contrebalancer les souvenirs négatifs. La constance du respect et de la dignité des parents fonctionne comme un contrepoids aux influences extérieures, devenant un pilier solide que le temps confirme. De nombreux parents croient que la reconstruction n'est valable que s'il y a un retour immédiat d'affection. C'est une erreur qui augmente la frustration. Les neurosciences montrent que les changements de comportement prennent du temps. Le cerveau a besoin d'une répétition constante pour remplacer les anciens enregistrements. Cela signifie qu'un enfant qui se montre distant aujourd'hui peut, demain ou dans quelques années, retrouver dans les gestes continus de dignité de ses parents
un point de référence indélébile. Reconstruire le lien ne signifie donc pas oublier la douleur, mais apprendre à ne pas la laisser déterminer l'avenir. C'est l'acte conscient de choisir de préserver sa propre santé mentale, sans rancœur, mais aussi sans céder à la dévalorisation. La colère est naturelle, mais si elle devient un schéma permanent, elle devient une prison. La conscience permet de reconnaître la blessure sans vivre en fonction d'elle. Il est tout aussi important de comprendre que la reconstruction ne dépend pas uniquement de l'enfant. Elle commence chez les parents, dans la manière dont ils décident de gérer le rejet. Lorsque le père ou la mère reste ferme dans sa dignité, il ou elle ne se préserve pas seulement lui-même ou elle-même, mais montre également à l'enfant un exemple de maturité. Cet exemple, même s'il n'est pas immédiatement reconnu, reste gravé dans les mémoires. Le cerveau humain n'efface pas les références d'intégrité. La reconstruction repose également sur des choix pratiques. Éviter les conversations animées dans les moments de tension, choisir des mots d'affirmation plutôt que d'accusation, montrer sa présence sans étouffer, tout cela contribue à créer un nouvel environnement de coexistence. Bektereva disait que la répétition de stimuli positifs a le pouvoir de reprogrammer les perceptions hostiles. Même si l'enfant résiste, les nouveaux souvenirs commencent à s'accumuler, offrant un matériau émotionnel qui peut être activé lors de futurs moments de réconciliation. La conscience est ici décisive. Il ne s'agit pas d'attendre des miracles, mais d'agir dans le présent avec équilibre. La reconstruction n'est pas un retour au passé, mais la création de quelque chose de nouveau, de plus mature et de plus réaliste. Le lien peut changer de forme, mais rester significatif. L'amour ne cesse pas d'exister parce qu'il change d'expression. En fin de compte, reconstruire le lien est un exercice de liberté intérieure. C'est choisir de ne pas être otage du ressentiment, mais aussi de ne pas céder à l'humiliation. C'est vivre dans l'espace étroit mais possible, entre la fermeté et la sérénité. Bektereva nous rappelle que le cerveau humain est sensible, mais aussi résilient. Il garde la douleur, mais il est également capable de garder l'apprentissage. Et cet apprentissage peut devenir la base d'une coexistence renouvelée, même si elle est différente de ce dont les parents ont rêvé un jour. Nous arrivons à la fin de cette réflexion. Nous avons vu comment l'éloignement des enfants mariés n'est pas seulement un phénomène social, mais aussi un processus neurologique profond. Le cerveau réagit au rejet comme il réagit à la douleur physique. Il enregistre l'inversion des rôles comme une blessure d'identité. Il absorbe l'influence de tiers. Il ravive des souvenirs émotionnels douloureux. Il souffre du silence. Et il ne trouve de protection que dans la dignité. Natalia Bektereva a montré dans ses recherches que le cerveau humain n'est pas indifférent au traitement qu'il reçoit. Chaque geste de respect ou de mépris laisse des traces indélébiles. Chaque mot, chaque silence, chaque limite ou absence de limite façonne des circuits qui influencent toute la vie. C'est pourquoi la relation entre parents et enfants va bien au-delà des conventions sociales. Il s'agit d'un processus biologique et psychique qui définit la santé mentale de toutes les personnes concernées. Le message final est clair. Un père ou une mère qui refuse d'être dévalorisé n'est pas dur, mais lucide. Il ne s'agit pas de vivre en guerre, mais de vivre en pleine conscience. Ce n'est pas de la vengeance, mais de l'instinct de conservation. Dire non aux attitudes abusives ou à l'indifférence ne signifie pas rompre avec l'amour, mais préserver son essence. Après tout, l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que la dignité n'est pas seulement une valeur morale, mais aussi un facteur de protection neurologique. Le cerveau a besoin de signaux d'estime de soi pour rester en bonne santé. Lorsque les parents se permettent d'être dévalorisés, ils s'envoient à eux-mêmes le message qu'ils n'ont aucune valeur, ce qui ronge lentement leur esprit et leur vitalité. Mais lorsqu'ils se positionnent fermement, réaffirmant leur dignité, ils activent des réseaux de protection interne qui préservent leur identité et renforcent leur santé émotionnelle. Cette position a un autre effet tout aussi puissant. Elle éduque. L'enfant qui voit ses parents défendre leur dignité apprend même inconsciemment que le respect n'est pas négociable. Cet apprentissage peut ne pas porter ses fruits immédiatement, mais il reste gravé dans le cerveau. À un moment donné, face aux difficultés de la vie, ce souvenir devient une référence. C'est comme si l'autorité des parents, même contestée dans le présent, se perpétuait comme une marque indestructible. Il n'est pas facile d'atteindre ce niveau de clarté. L'impulsion naturelle des parents est de protéger, de comprendre et de justifier. Mais lorsque la protection se transforme en soumission, le lien perd sa base.
La véritable protection consiste à montrer que l'amour ne signifie pas tout accepter, et que même entre parents et enfants, il existe des limites qui préservent la dignité de chacun. C'est l'héritage le plus précieux qui puisse être laissé aux générations futures. Plus précieux que les héritages matériels, plus durable que les biens, il y a l'exemple que l'amour et la dignité vont de pair. Lorsque les enfants apprennent cela, même tardivement, ils reçoivent un cadeau plus grand que n'importe quel patrimoine. La leçon que les liens véritables ne s'épanouissent que lorsqu'ils sont cultivés dans le respect mutuel. Natalia Bektereva nous a enseigné que le cerveau humain est sensible, mais aussi résilient. Il garde en mémoire la douleur, mais enregistre également les actes de courage et de dignité. Chaque limite établie, chaque geste de clarté, chaque démonstration d'amour serein mais ferme sont gravés comme des souvenirs qui traversent le temps. C'est dans cet enregistrement que réside le véritable héritage, non seulement ce que les parents ont donné, mais aussi la façon dont ils ont vécu, et la preuve qu'ils n'ont jamais confondu amour et soumission. Ainsi, pour conclure cette réflexion, le message devient simple et profond. Préserver la dignité, c'est préserver la vie elle-même. L'enfant peut s'éloigner, se laisser influencer, voire renier. Mais l'exemple de fermeté et d'équilibre restera un héritage invisible, transmis de génération en génération. Car le véritable amour n'est pas celui qui se perd dans le silence de l'humiliation, mais celui qui résiste avec conscience, clarté et dignité. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.